Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'éditorial, votre émission de débat de presse sur HTV. Ce soir, nous parlons de 4 sujets. Le premier a un lien avec la haine dans les médias. Vous avez dû apprendre cette semaine que le Conseil national de la communication du Cameroun a organisé un séminaire pour attirer l'attention des journalistes et de manière globale des professionnels des médias sur la question de la haine dans les médias en cette période de pré-campagne électorale en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018. Alors ce soir, nous nous demandons d'où vient la haine qui se retrouve dans les médias et comment y lutter efficacement. Nous parlerons aussi des relations entre la Chine et le Cameroun, relations économiques, commerciales et financières. Le 7e sommet sino-africain s'est achevé en début de ce mois de septembre à Bédine, en Chine. Et des observateurs, notamment occidentaux, s'inquiètent de la montée de la dette entre la Chine et les pays africains. Nous essayons de comprendre pourquoi ces pays, notamment la France, le FMI, toutes ces organisations s'inquiètent de la taille de la dette de la Chine aux pays africains. Puis nous parlerons du manuel scolaire. Vous êtes au courant de la grande polémique qui a été soulevée par ce livre de sciences de la classe de 5e. Nous essayons aujourd'hui de comprendre pourquoi d'année en année ce phénomène se pose. Est-ce que les techniques pédagogiques qui sont retenues dans le cadre de la formation des jeunes étudiants et élèves au Cameroun sont adaptées à notre contexte et à notre environnement? Et enfin, nous parlerons d'un sujet international. Il s'agit des Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, comme vous le savez, a décidé de gracier un certain nombre de personnalités qui étaient impliquées dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, sauf que l'on sait aujourd'hui que des 2 Gbagbo, l'épouse a bénéficié de cette grâce, mais Gbagbo Laurent n'en bénéficiera pas. Nous essaierons de comprendre si cette décision va avoir un impact sur le retour à la paix des cœurs en Côte d'Ivoire et quel peut être aujourd'hui le destin de Simone et Yvette Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pour en parler ce soir, nous recevons 2 invités. Le premier d'entre eux, c'est le professeur Roger Mondoué. Bonsoir professeur. Bonsoir Serge. Alors vous êtes le directeur de l'école doctorale de l'Institut panafricain pour le développement, c'est bien ça? Absolument. Tout à l'heure, vous nous disiez que cette école doctorale est une école panafricaine qui rassemble, qui regroupe une 13 nationalités, c'est bien ça, si je m'abuse? Oui, les étudiants inscrits à ce jour sont des ressortissants de 13 nationalités. L'école doctorale est panafricaine, tout comme l'IPD également, couvrant toutes les 5 régions de l'Afrique. Alors, ce n'est pas en cette qualité que nous vous recevons ce soir, c'est en qualité d'intellectuel, très proche du dossier des Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc, c'est à ce titre. Et également comme ancien responsable de l'Harmattan, puisque nous allons parler de la question du livre, nous aurons besoin de votre expertise dans cette question. Le deuxième invité que nous recevons sur ce plateau, c'est François Bocquet. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs de HTV. Vous êtes le directeur de publication du groupe Diapason. Oui, jusqu'au moment où j'entrais ici, je portais encore ce titre. Je pense pouvoir le mériter jusqu'à la fin de l'émission. Jusqu'à la fin de l'émission. Alors vous êtes un journaliste spécialisé des questions économiques et donc le sujet sur la Chine vous intéresse particulièrement. À la différence du professeur Mondoué, vous êtes à votre 2e participation à cette émission. Merci de nous renouveler votre confiance. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Merci de rester fidèles au programme de HTV. Nous prenons la première thématique sur le plateau. Je vais commencer par vous, Monsieur Mboké. Le Conseil national de la communication a organisé un séminaire à l'attention des journalistes. Vous y avez pris part? Malheureusement, j'étais pas dans la ville. J'avais reçu quand même l'invitation. Avant que le conseil ne le fasse, moi, j'avais attiré l'attention de plusieurs personnes sur ma page Facebook et sur d'autres plateaux. Les médias sont, depuis qu'on a annoncé la campagne électorale, sont devenus un grand vecteur de la haine au Cameroun. Le tribalisme, tous les maux sociaux que nous avons sont aujourd'hui portés par les hommes de médias. Et ce phénomène semble même prendre le pas sur un certain nombre d'éléments sociaux qui, malheureusement, s'ils ne sont pas contrôlés dans vraiment les proportions acceptables,
peuvent nous conduire à d'autres situations que nous connaissons dans d'autres régions du pays. Donc, selon votre diagnostic, nous avons atteint la cote d'alerte. Nous avons atteint la cote d'alerte et nous devons faire attention. Et je pense que le CNC, en tant que garant de cette paix, de cette tranquillité, de cette équité, tant dans les propos que dans les écrits au niveau des médias, était dans son rôle d'appeler les acteurs pour essayer de voir comment juguler le problème, comment amener les acteurs à prendre conscience, parce que nous savons que le micro, il est petit, mais son écho, son impact, alors il est absolument très grand, de même que votre stylo, lorsque vous avez mal rédigé un mot, il peut devenir une gâchette comme un PA et assassiner beaucoup de personnes. Donc nous devons faire très attention dans les médias, nous qui portons, parce que nous sommes des personnes qui portons des informations dont nous avons un crédit, si je pouvais me le permettre, de crédibilité, que lorsque nous disons quelque chose, ceux qui nous regardent, ceux qui nous lisent, pensent absolument que c'est une vérité et que c'est la voie à suivre. Nous devons donc, en tant qu'éducateurs, essayer d'être modérés. Et moi, j'ai tendance à dire, chaque fois que je remarque dans les médias, que ce soit sociaux que traditionnels, je vois comment des gens attaquent certains Camerounais. Mais est-ce que je suis bien amusé de poser cette question? Est-ce que c'est un Dieu qui viendra gouverner le Cameroun? Est-ce que c'est un ange? Je suis sûr d'une chose, c'est que ce ne sera pas un diable, ce sera un Camerounais. Alors si c'est un Camerounais, avons-nous vraiment le droit de tirer sur d'autres Camerounais? Je pense que lorsqu'on a raison, on n'a pas besoin d'utiliser des mots déplacés, on n'a pas besoin d'injurier, on n'a pas besoin absolument d'aller fouiner dans la vie qui est propre comme l'eau de roche. Je pense que chacun d'entre nous, si on essaye de fouiller depuis son enfance jusqu'à l'heure actuelle, nous avons tellement de choses qu'on nous reprocherait. Professeur, vous partagez son diagnostic sur le niveau de gravité de la situation? Tout à fait. J'observe cette poussée de fièvre dans les médias camerounais par rapport aux élections présidentielles à venir depuis un certain temps. Eh bien, il y a comme deux camps antagonistes, pour ne même pas dire trois camps. Le premier camp, c'est le clan de ce qu'on pourrait appeler les partisans d'un candidat ressortissant de l'Ouest. Ce camp-là est très très violent et même virulent sur les réseaux sociaux. Alors, et même dans certains médias qui le soutiennent. J'ai également noté le camp de ceux qui sont dans la zone de crise. Je ne vais pas citer, nous savons qui sont les candidats qui ressortissent à cette zone-là. Mais précision tout de même à l'attention de nos téléspectateurs, la zone de crise dont vous parlez, c'est bien les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Bien sûr, bien sûr. Et donc, j'ai vu des médias qui les portent dans une posture essentiellement de violence, une posture d'attaque, n'est-ce pas, ad hominem par rapport aux autres candidats. Et il y a donc maintenant le camp des tenants du pouvoir qui également réagit. Et je crois qu'il y a également un de vos confrères, une télévision que je ne vais pas citer également, qui excelle apparemment dans la riposte à la violence. Donc nous sommes dans un climat essentiellement délétère. Il était temps que le Conseil national de la communication, n'est-ce pas, puisse sonner, n'est-ce pas, l'alerte pour qu'on mette fin à une telle dérive. Parce que, comme l'a dit François Mboké, eh bien, personne ne viendra du ciel pour diriger le Cameroun. Nous sommes tous des Camerounais avec nos valeurs, notre identité. Il y a quelque chose qui fait de nous tous des Camerounais. Eh bien, il n'y a donc pas un Camerounais extraordinaire, né de la cuisse de Jupiter, qui viendra donc, comme par miracle, transformer ou alors notre pays en un havre de développement, n'est-ce pas? Donc, pour moi, il faut que nous sachions raison garder, que nous fassions profil bas. Il y a des candidats eux-mêmes qui favorisent cette poussée de fièvre dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, la cote d'alerte a été atteinte, elle a même été franchie. Il faut donc que, n'est-ce pas, la récréation soit sifflée. La récréation soit sifflée. Vous dites tous les deux que nous avons atteint la cote d'alerte, que la situation est grave. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un séminaire peut aider à résoudre une situation aussi préoccupante et aussi grave? Bien entendu, c'est une méthodologie bien connue. Ce n'est pas nouveau au Cameroun. Les séminaires, comme leur nom l'indique, c'est quoi? S'aimer la graine pour que quelque chose de nouveau pousse. Eh bien, il s'agit ici d'extirper
n'est-ce pas, le sentiment de haine pour permettre à chacun de vaquer à ses occupations dans la sérénité. Surtout que le pays est dans une période assez compliquée en termes de mouvements sociaux, de mouvements syndicaux qui secouent, n'est-ce pas, les brèches de gauche à droite. Donc, il est question que chaque Camerounais, où qu'il se trouve, quel que soit son engagement politique, se ressaisisse. Et donc, le séminaire, pour moi, était l'une des meilleures méthodologies pour arriver à juguler cette crise. Mais également, je dois dire que chacun, comme je l'ai dit, devrait apporter sa pierre à l'édifice. Chaque citoyen camerounais. Il faut dire que les médias ne sont que les porteurs d'opinion. Et donc, c'est une certaine sensibilité qu'ils expriment. Alors, donc, le tout n'est pas de sensibiliser les médias à travers les séminaires. Il faut également que chacun s'autodiscipline. Sur la question des médias, au niveau des médias notamment, c'est bien d'organiser le séminaire puisque le premier niveau de la régulation, c'est bien d'édicter la règle, de communiquer sur la règle, de faire de la pédagogie sur la règle, de l'expliquer. Donc c'est le travail qu'on fait à travers les séminaires. Mais le deuxième niveau également de la régulation, c'est de sanctionner souvent. Le problème de la haine dans les médias ne se pose pas pour la première fois dans notre société et on n'a pas le sentiment qu'au niveau de la sanction, notamment la sanction négative, on ait fait beaucoup de choses. Vous qui êtes un ancien grand professionnel de la communication, un observateur averti, un intellectuel, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aller un peu plus loin dans la sanction? Oui, la sanction ne suffit pas. Hein. Il me semble que faire les pères fouettards ne suffit pas pour ramener le calme dans la maison. Dans le cas des médias particulièrement, beaucoup font dans la surenchère de la violence par ignorance. Et même parce que le moment s'y prête. Vous savez, les offres politiques des différents candidats font qu'il y a un clash d'idées. Et dans ce clash d'idées-là, les gens se positionnent, les fractions, n'est-ce pas, sont constatées. Et il faut donc éviter qu'on passe de la fraction à la fracture. Voilà, donc la sanction, d'accord, mais beaucoup plus la pédagogie de la sensibilisation. Alors, François Mboké, le Conseil national de la communication avait déjà sanctionné certains médias pour des cas de violation du cadre juridique en matière de communication sociale au Cameroun, notamment pour des faits, pour certains médias, des faits d'appel à la sanction, à la division, à la haine, mais on n'a pas le sentiment que ça résout grand problème. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Donc, bien entendu, le prof est resté pauvre, ça veut dire qu'il est resté dans l'esprit de ce que ça pourrait être, mais ce que nous vivons sur le terrain est totalement autre. Le CNC ne date pas d'aujourd'hui, on a sanctionné, on a sensibilisé, et je vais vous dire que pendant les travaux, il y a eu des médias qui étaient répertoriés comme étant les vecteurs de cette haine, et leurs participants, je ne pense pas qu'ils étaient présents à ces travaux. Donc, vous voyez déjà que c'est un premier échec. Si vous voulez sensibiliser, commencez par ceux qui causent le plus de problèmes avant d'aller vers ceux qui n'ont pas encore commencé. Ça n'a pas été le cas. Et maintenant, le côté sanctions, nous sommes peut-être vers 1 millier de sanctions aujourd'hui, mais la courbe vers plus de professionnalisme tend à ne pas suivre. Ça veut dire qu'il y a un problème, il faut faire un constat. Lorsque vous avez engagé une action 2-3 années après, qu'elle ne porte pas les fruits escomptés, vous n'êtes pas sans ignorer que le président du CNC est traîné dans les tribunaux ces derniers temps. Il a même été condamné déjà. Alors, ça prouve que son travail quelque part, qui devrait être celui d'un régulateur, on va dire sans parti pris ou alors sans côté ou alors sans surtout soupçon, est un peu parfois mise en cause. Il y a quelque chose qu'il faut faire à ce niveau. Les Camerounais, dans les médias que nous sommes, nous avons souhaité que ce travail soit fait par une organisation des pairs. Ça veut dire que nous prenons des journalistes, des anciens journalistes et autres qui connaissent des méthodes. L'autorégulation. Voilà. C'est quand c'est fait par des pairs, mais le politique a pensé que en mettant d'autres moyens politiques, il pouvait faire pression beaucoup plus pour contrôler quelques intérêts. Aujourd'hui, nous sommes dans le dos au mur. Le CNC sanctionne le matin, à midi, le journal sort et il porte même plainte et il peut même gagner. Alors, nous sommes dans un esprit, faut-il arrêter avec le CNC? Faut-il continuer?
Parce que il y a à sa quelque chose décharge, qu'il le faut- CNC dit que l'État ne lui donne pas les moyens de faire appliquer ces sanctions. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ferme le CNC, on considère que la mission de régulation qui lui a été assignée par la loi ne peut pas être remplie dans ces conditions. On fait quoi pendant que la haine continue de monter dans les médias et a atteint le niveau critique que vous décriviez tout à l'heure? Non, je ne pense pas que cela soit vrai. L'État accompagne chaque fois le CNC lorsqu'il a pris des décisions. Nous avons vu des télévisions fermées parce qu'ils ont des moyens coercitifs. Ils ont la police administrative. Ils peuvent amener un sous-préfet. Mais on a aussi vu des médias qui ont continué de paraître Oui, malgré une suspension. non, il faut faire attention. Là aussi, il y a des enjeux parce qu'au niveau des médias, en fait, des entreprises, François Mboké n'est plus F. Mboké. Ça veut dire que nous sommes deux personnes, même si on peut penser que l'abréviation de F renvoie à François. Mais il y a une chaîne de télévision, Donc, il y a une chaîne de télévision que je ne vais pas nommer ici, qui a été sanctionnée, dont les responsables ont été suspendus, mais qui ont continué. Oui, mais là, donc, il faut vous dire quelque chose. C'est vrai que en la matière, la loi ne permet pas que lorsque vous avez fait un recours, que la sanction soit levée. Mais si là, on n'a pas pu atteindre la sanction directe, le média en question a pu saisir le tribunal administratif parce que jusqu'à quelques années, il n'était pas opérationnel. Donc actuellement, si vous êtes suspendu, vous pouvez saisir le tribunal administratif. Mais lorsqu'il est saisi, cela ne peut pas annuler effectivement l'application de la décision. Bon, parce que ce recours n'est pas suspensif. Voilà. Donc malheureusement, nous avons observé que cela s'est poursuivi. Mais est-ce que le CNC a utilisé tous les moyens mis à sa disposition pour que cela s'arrête? Moi, je voudrais bien que le CNC sanctionne l'entreprise et que, ayant été, peut-être que les dirigeants soient bastonnés et que tout le monde entier voit que. Parce qu'en l'occurrence, la police administrative est toujours exercée par le ministère de la Communication. L'exécution des décisions du CNC procède des autorités territorialement compétentes de l'AT, et donc elles peuvent ne pas, et en l'occurrence d'ailleurs, elles n'ont pas suivi les décisions du... Est-ce qu'il ne faut pas doter le CNC lui-même de ses propres moyens coercitifs en la matière? Bien entendu, je pense qu'on a franchi un pas. Le CNC était sous la tutelle du ministère de la Communication jusqu'à il n'y a pas longtemps, et on a donc pensé que le ministre de la Communication, il faut que ce soit au-dessus du ministre. Donc on a délocalisé pour attacher au niveau de la primature. Avec ce détachement, aucun ministre ne peut donner un ordre au président du CNC. C'est pour cela que je suis étonné que quelqu'un puisse dire que le CNC n'a pas les moyens coercitifs pour exercer. Le Premier ministre étant le chef du gouvernement, il a les moyens de faire appliquer toutes les décisions qui sont prises. Toujours est-il que nous constatons que certaines de ces décisions ne sont pas appliquées. Oui, mais si elles ne sont pas appliquées, il faut aller chercher ailleurs. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs raisons. Si votre journal s'appelait François Mboké et que vous commencez à s'appeler F. Mboké, vous ne pouvez pas saisir F. Mboké. Le CNC ne tend pas. Parce qu'au niveau de la régulation aussi, il faut vous dire que la tutelle des médias crypto, dont la presse écrite, c'est pas le ministère de la Communication, c'est le ministère de l'administration territoriale. Ce sont les médias audiovisuels qui ont pour tutelle le ministère de la Communication. À ce niveau, il y a aussi un problème. Je pense donc que le CNC devrait faire beaucoup de partenariats, travailler en franche collaboration avec les deux ministères cités. Le dernier conseil nous a démontré que cette collaboration n'est pas exacte, elle n'est pas bonne, parce que le ministre de la Communication était attendu. Il n'est pas venu, il n'a pas envoyé de représentants. On se souvient également que le ministre de la Communication avait saisi le président du CNC, lui demandant de lever la sanction d'un média qui avait déjà exécuté le temps de sa sanction. Oui. Et ils ne se sont pas exécutés. Donc, nous constatons, cela nous met à constater qu'il y a une certaine froideur dans leurs relations et ça ne peut pas permettre que la régulation attendue soit effective. Et donc, le millefeuille institutionnel qu'il y a autour de l'encadrement des activités de médias qui fait donc intervenir plusieurs acteurs, l'administration territoriale, le ministère de la Communication, etc., est l'une des sources de... C'est pour cela qu'il faut ramener ça au pair. Lorsque ce sera fait, comme les avocats, lorsqu'ils ont leurs problèmes, c'est géré dans le au niveau du conseil de l'ordre. Voilà. Donc il faut comme les médecins, parce que on sait si vous avez mal opéré quelqu'un, le médecin, l'autre professeur peut vous dire que vraiment vous n'avez pas respecté les codes de déontologie ou alors d'éthique. Ils peuvent le faire, c'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, on a constaté que l'administration avait regardé beaucoup plus le côté répressif en mettant le CNC
Parce que, dites-vous, on a fait des états généraux qui avaient pour... En 2012. Voilà, qui avaient pour objectif, j'y ai pris une part active, de libéraliser la presse, ça veut dire... Et de faire évoluer le cadre juridique. Tous les cadres, ça veut dire on a créé un certain nombre d'organismes, notamment le CNC, on l'a réinventé parce qu'il existait déjà et on lui a donné plus de force. On a créé la commission de la carte de presse, on a créé un comité de suivi des états généraux, on a créé un autre organisme, le Conseil national de la publicité, qui existait mais qui a également été dopé. Mais je peux vous dire que j'ai eu l'honneur d'être membre, nous sommes nommés par le chef de l'État, nous sommes au 10e mois presque, nous n'avons pas tenu une seule session. Alors, quand vous voyez, les organes répressifs opèrent depuis ce temps-là. Ils sont sur le terrain, ils ont tous les moyens pour fonctionner. Nous ne tenons pas de session parce qu'il n'y a pas de budget. Il faut que nous allions vers les acteurs pour qu'ils viennent contribuer à nos sessions. Ça veut dire que vous voyez où il y a l'intérêt. Tous les organes répressifs fonctionnent. Là où nous devrions réfléchir pour que les médias soient indépendamment, c'est-à-dire économiquement indépendants, nous faisons des travaux quand les bienfaiteurs ont cotisé pour que nous puissions nous réunir. Donc le gouvernement a montré sa voie vers la répression et non vers la coordination pour que les médias soient vraiment libres. Parce que la liberté des médias implique également qu'ils puissent être financièrement bien équipés. Alors, je voudrais que nous parlions un tout petit peu de ces états généraux. L'un des buts de ces états généraux de 2012 était de faire évoluer, de faire arrimer le cadre juridique à la pratique. Parce que l'un des médias sur lesquels la haine prolifère le plus, ce sont les médias sociaux, parce qu'ils ne sont pas encore encadrés du point de vue juridique dans la réalité camerounaise. Là aussi, il y a un problème qu'il faut résoudre. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Et effectivement, après 92, je vous ai dit qu'on a créé un comité. Là également, on m'avait désigné comme représentant de la presse écrite. Mais je vais vous dire que c'est tenu une seule session pour présenter les membres. On n'a plus jamais suivi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait ce suivi et que les problèmes soient levés. Il y a un certain nombre d'exigences que nous avons tous soulevées lors de ces travaux, mais qui... En fait, je pense que pour certains, si la presse devient autonome, si elle devient libre, elle devient une menace sociale. Elle n'est pas sociale, mais pour les dirigeants qui sont dans la malgouvernance. Donc, il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour qu'elle ne s'épanouisse pas comme cela se doit. Et malheureusement, cela contribue donc à créer des monstres qui sont devenus incontrôlables aujourd'hui. Professeur, d'où cette haine vient-elle? Cette haine qui se retrouve dans les médias, d'où vient-elle? Alors, je crois que, on l'a dit tantôt, il y a d'abord le contexte sociopolitique. Le contexte politique est celui de l'élection présidentielle. Donc, les joutes politiques exacerbent les tensions sociales. Voilà, les tensions sociales, et donc les médias les représentent. Puisqu'ils n'ont pas de moyens. Bon, il faut dire aussi que on a vu une certaine presse qui a des moyens colossaux, mais qui est engagée dans, n'est-ce pas, la violence extraordinaire. Peut-être que ces moyens viennent, ces moyens viennent de ce que le mandat de ces médias-là est justement d'exacerber ces tensions sociales. Bon, je crois que peut-être que c'est pas un mandat, hein, je vais parler jusqu'à le leur confesser. Non, je crois qu'il s'agit d'une posture du mendiant. C'est-à-dire quoi? J'ai un média, j'ai des moyens, et puis je vends un espace. Eh bien, le plus offrant vient donc, n'est-ce pas, quel que soit le message qu'il... Voilà, donc c'est ça le problème. François Bocquet sait bien de quoi je parle. Il sait que les médias étant justement fragilisés financièrement, eh bien, ceux qui ont de l'audience, et donc qui ont les moyens, captent plus de moyens, et donc plus de personnes susceptibles d'allumer le feu. Voilà, donc je crois qu'il y a cela. Mais il a dit aussi, il y a la fragilité de l'interprofession. L'interprofession n'est pas assez organisée. Si bien que cela porte un coup sur ce qu'on appelle la déontologie, la professionnalisation n'est-ce pas, des acteurs des médias. Donc c'est cela. Je crois que le CNC gagnerait aussi à descendre sur le terrain. Alors je ne crois pas avoir assez vu les membres du CNC dans, n'est-ce pas, les organes de presse, les maisons de presse
de radio, ainsi de suite, pour voir au quotidien quels sont leurs problèmes. Parce que je crois que pour attaquer un mal qui devient pratiquement une pieuvre, comme celui des médias, de la haine, n'est-ce pas? Il faudrait aussi descendre sur le terrain, vivre les contradictions. C'est ça. C'est à partir de cela que vous pouvez trouver un moyen dialectique de sortie. Mais du moment où vous restez dans la répression, vous estimez que la sanction, après la sensibilisation, c'est la sanction, il y a une erreur. Donc il faut bâtir l'interprofession, et François Mboka l'a dit, ça fait des années, ils n'ont pas pu siéger, c'est quand même curieux. Mais je crois aussi qu'il faudrait que les mécènes, ne sont pas seulement les sponsors de la dernière heure, c'est-à-dire qu'ils viennent juste pour vendre l'idée qui porte un candidat ou l'idée qui va détruire un autre. Voilà, donc c'est ça malheureusement le terrain médiatique camerounais. Ça a été étudié longtemps avant par les grands communicateurs, spécialistes de communication comme Ngandongo et tous les autres. Donc c'est connu. C'est connu, c'est sur ce dernier mot que nous fermons cet échange au sujet de la régulation des médias et notamment de la haine dans les médias. Mais comme vous le savez, chaque société a sans doute manifestement les médias qu'elle mérite. Nous allons parler à présent sans transition, messieurs, des relations sino-camerounaises. Début septembre, le 7e sommet sino-africain s'est achevé en Chine avec deux contrats à la clé, des promesses de financement à la clé, alors que quelques semaines avant ce fameux sommet, les organisations internationales de la finance mondiale, notamment le FMI, la Banque mondiale, commençaient déjà à tirer la sonnette d'alarme sur le niveau inquiétant de la dette bilatérale entre l'Afrique et la Chine. François Mboka, vous qui êtes journaliste spécialisé des questions économiques, est-ce que cette dette-là préoccupe pour le cas du Cameroun? On l'estime à 3 000 milliards de francs CFA. Elle n'est pas du tout préoccupante. Il faut dire que les enjeux aujourd'hui mondiaux font que les rapports de force commencent à être un peu tendus. Les Occidentaux, notamment la France, parce que quand on voit la partie de l'Afrique qui souffre le plus, c'est subsaharienne, qui est sous on peut dire, le précaré français. La France même va chercher de l'argent en Chine. Vous connaissez la dette de la France à ce jour? C'est 97% au moins du PIB. Ça veut dire que chaque Français aujourd'hui est redevable au Trésor d'au moins 40 millions de francs. Mais la dette du Cameroun ne fait même pas encore 40% de ce qu'on nous demande, alors que ce qui est d'ailleurs en dessous des ratios, des directives nous quand même aller à 70%. Donc, au niveau du Cameroun, comme dans beaucoup d'autres États, je pense qu'il y a beaucoup plus un problème de malgouvernance. Parce que le problème, quand on va y aller, c'est pas la dette, le poids de la dette qui fait problème, mais comment on gère les dettes qui sont contractées. Donc, je vous disais, les enjeux sont devenus très importants parce que tout le monde, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, qui nous gratifiait de quelques petits milliards pour, on dit, accompagner, ne sont plus capables de le faire parce qu'eux aussi sont en crise. Tout le monde va où? En Chine. Pourquoi ne voudrait-on pas que les pays africains aillent en Chine? Parce que leurs instruments, qui sont les instruments de Bretton Woods notamment, dont la Banque mondiale, FMI, SFI, donc tous ces arguments, institutions ont été créées pour maintenir les pays africains dans la dette. Parce que j'ai écouté plein de choses, ils ont commencé d'ailleurs à faire pression sur la Chine de ne plus financer certains pays africains. Parce que la Chine est menacée au niveau du FMI, que sa dette s'agrandit en fonction de ce qu'elle donne aux gens qui ne sont pas capables de rembourser. Mais c'est un faux problème. Il faut comprendre que nous sommes déjà là dans la géostratégie, la géopolitique mondiale. Le prix carré est violé, les intérêts sont menacés. Est-ce que la France va laisser faire? Est-ce que les autres vont laisser faire?
Même l'Allemagne aujourd'hui ne fait pas bonne D'ailleurs, la chancelière, bonne mine. il n'y a pas de hasard puisque la première ministre britannique et la chancelière allemande, toutes les deux ont organisé des tournées africaines ces Voilà. Donc l'Afrique, c'est la manne actuellement au niveau des ressources de toute nature. On les retrouve en Afrique. Donc si vous voulez vous faire des investissements, la première destination, c'est l'Afrique. Avant, il y avait l'Asie, mais aujourd'hui, où l'Asie a repris ses moyens économiques, techniques, l'Asie est capable de s'auto-développer. L'Afrique n'a pas encore eu ces moyens. Donc aujourd'hui, la destination, si on veut aller en investissement, espérer avoir un petit profit, c'est l'Afrique qui reste. Donc ça fait que ça charrie et les envies et les jalousies. Là où la guerre n'est pas seulement entre pays, mais ça touche également des intérêts des systèmes mondiaux. Professeur, 3 000 milliards de dettes, soit pratiquement plus de 3/4 du budget actuel, c'est-à-dire 70% de la dette bilatérale du Cameroun est entre les mains de la Chine. Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Moi, je ne vois pas en quoi c'est inquiétant. Je crois que s'il y a un pays qui fait l'effort d'éviter de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un partenaire, eh bien, c'est la Chine. Voilà un pays qui prête à tout va, mais sans condition. Vous allez au FMI, eh bien, on vous demande de démocratiser. La preuve par le récent programme que le Cameroun a conclu avec cette institution. Ce qu'on appelle les revues économiques. C'est presque tous les 3 mois. Le FMI ou la Banque mondiale envoie des missions qui vont contrôler l'exécution budgétaire et qui font même des redressements budgétaires. C'est-à-dire que vous avez un budget de 2 000 milliards, 3 000 milliards, et vous dites non, vous allez mal gérer. Eh bien, nous préférons que vous fassiez plutôt un budget d'1 milliard, de 1 000 milliards. Alors, c'est une question de souveraineté, n'est-ce pas, qui est ici mise en cause. Bon, alors, un pays comme la Chine qui offre une dette, je peux dire offre une dette, hein, c'est vrai qu'on va rembourser, sans condition, eh bien, je crois qu'il y a lieu qu'on comprenne la panique qui nous vient de l'Occident. Parce que l'Occident s'est structuré pour piller les économies des pays du tiers-monde, en général et de l'Afrique en particulier. Il n'y a pas de surprise que les pays africains trônent au peloton de queue, n'est-ce pas, de l'humanité en matière de développement. Nous sommes les derniers. Et lorsqu'on regarde bien, le service de la dette nous coûte 3 fois plus cher que la dette même que nous avons contractée. Nous sommes, comme l'a dit François Bocquet, parmi les pays les moins endettés du monde. Lorsqu'on nous dit que nous avons 33% de dette. Les États-Unis ont déjà dépassé d'ailleurs les 100%. Bien sûr, un pays comme l'Italie, près de 137%. Un pays comme la Grèce, c'est près de 180%. Tout à fait. Alors, l'Espagne, les pays comme le Portugal, sont au bord de la banqueroute. Mais nous n'avons même pas encore engagé nos programmes d'investissement. Mais il nous faut encore prêter de l'argent. Et s'il y a un pays comme la Chine qui peut nous en offrir, eh bien, on doit bondir. Permettez-moi l'expression. Hein. Très bien. Alors, il n'y a donc pas d'inquiétude, sauf que le Cameroun, pour ce qui le concerne particulièrement, est allé négocier une espèce de restructuration de sa dette vis-à-vis de la Chine, ce qui est quand même un indicateur de ce que même les plus hautes autorités du pays commencent à s'inquiéter de la capacité du pays à répondre à ses engagements contractuels en rapport à cette dette. Est-ce que vous pensez toujours qu'il n'y a pas d'inquiétude? Non, il ne s'agit pas de cela. Vous savez, les relations internationales, c'est les intérêts. Ce sont des intérêts qui sont mis en jeu. Alors, si le président Biya prend sur lui d'aller demander la restructuration de la dette, vous ne savez pas ce qu'il a offert à la Chine, ou bien ce que la Chine a eu entre-temps. Donc, il faut qu'il y ait des compensations, même si elles ne sont pas publiques. Les Chinois qui arrivent en Afrique, notamment au Cameroun, ont eu beaucoup d'avantages comparés à ce qu'ils nous apportent. Je pense que cela peut amener le président. Il y a beaucoup de choses que font les Chinois au Cameroun, mais qui ne sont pas rendues publiques. Ils ont, je pense, une centaine d'hectares de riziculture au niveau de l'Est. Ils ont beaucoup de chantiers d'exploitation d'or, de diamants et d'autres minéraux qui ne sont pas rendus publics. Je pense qu'ils sont entrés aussi dans l'exploitation pétrolière. Ils sont rentrés dans les BTP et ils sont même revenus dans le commerce. Commerce général, même le commerce des petits poissons, on retrouve les Chinois. Il y a quelque chose qui se passe. Le Cameroun, lorsque les Chinois viennent,
ils s'installent, le Cameroun leur offre une terre d'accueil et ils travaillent au Cameroun, ils peuvent avoir donc un certain nombre d'avantages. Cela peut amener le président à dire, je vous offre quand même beaucoup de choses, en retour, ramenez-moi. La dette du Cameroun actuelle n'est pas un problème pour le pays, pour ce que nous pouvons faire. Je reviens dessus pour dire, si nous savons exploiter la dette, que lorsque nous allons contracter des devises à l'étranger pour venir investir au Cameroun, il faut que, après ces moments, après le temps, que l'on puisse faire un audit et qu'on communique dessus et que l'on dise, nous sommes allés en Chine il y a 3 ans, nous avons contracté 100 milliards, voilà à quoi ont servi les 100 milliards. Le peuple a besoin de le savoir. Mais je pense que le gouvernement comme la Chine n'aime pas communiquer sur leurs investissements parce que dernièrement, je pense que j'ai posé la question à un responsable chinois. Pourquoi la Chine ne communique pas sur ses investissements? Contrairement aux autres, lorsque la France vous prête l'argent, ils vont suivre. Et jusqu'à ce que le projet finisse, ils vont communiquer dessus. D'ailleurs, c'est une des conditionnalités qu'ils mettent avant de... Pourquoi la Chine ne communique pas? Maintenant, si on va dans un point qui est le plus inquiétant, les dettes que nous contractons auprès de la Chine ne rapportent rien au Cameroun, en dehors de l'infrastructure. Ça veut dire que s'ils sont venus construire la télévision dans laquelle nous sommes, ce n'est que ce qui va nous revenir parce que la main-d'œuvre est importée, alors que c'est nous qui allons débourser, qui allons rembourser l'argent avec les intérêts. Donc au moins, les Camerounais devraient bénéficier des emplois issus de cette dette-là. Cela n'est pas encore fait. Et quand un Camerounais est recruté, il est très mal payé et il n'a pas moyen d'aller pouvoir, je le dis, je suis allé plusieurs fois sur le terrain, le ministre du Travail est allé plusieurs fois sur le terrain, trouver des ingénieurs camerounais travaillant comme des manœuvres et touchant moins qu'un manœuvre. Et tout cela, ça se passe au Cameroun. Or, la législation en matière de travail est claire. Ne peut travailler au Cameroun qu'une expertise qui n'est pas localement disponible. Mais voilà un pendant de coopération que le Cameroun a laissé. Et je ne sais pas si c'est tout le monde qui en profite, mais la Chine est le meilleur profiteur de cet écart-là. D'ailleurs, il y a des lobbies proches des entreprises locales qui sont en train de travailler, d'encourager le gouvernement à légiférer sur la question du local content qui obligerait certaines entreprises étrangères qui gagnent des marchés ici à accorder jusqu'à 30% d'une partie du marché, notamment aux sous-traitants, aux entreprises camerounaises. On suit cette actualité, on espère qu'elle va aller jusqu'au bout. Mais ce dont il est question, c'est que la sonnette d'alerte est timée parce qu'on se dit à ce rythme, c'est la question du rythme, à ce rythme, d'ici 10 ans, l'endettement aura au moins doublé et les pays africains se retrouveront dans la même situation qui a provoqué les fameux plans PPTE, pays pauvres très endettés. Plan d'ajustement structurel aussi. Voilà, et donc on se dit d'un mètre à l'autre, on sera simplement parti d'un mètre pour rejoindre notre maître. Et donc on n'aura pas réglé le problème de fond. Moi je vais relativiser, Serge. Je pense qu'il y a une évolution claire. Vous faites les pays africains, vous remarquez quand même que les infrastructures sont en train de se mettre sur place. Il faut savoir que le rôle de l'État, ce n'est pas de faire de commerce ou de faire des affaires. Les investissements de l'État servent à couvrir les besoins de base. Par exemple, l'accès à l'eau. Vous n'avez pas demandé que l'État vende de l'eau aux populations comme, n'est-ce pas, les commerçants le feraient. Ça veut dire que si l'État contracte une dette chinoise et investit comme cela se fait actuellement au niveau de Komtou, des barrages par exemple aussi. Des barrages, parlons de l'eau, l'accès à l'eau. Eh bien, c'est un investissement qui n'est pas rentable directement, mais qui est profitable aux populations. Et profitable aussi à l'économie. La mission de l'État, c'est d'accompagner le service public, de jouer le rôle de service public. C'est ça le problème. Or, nous avons l'impression que l'État va se transformer en entreprise. C'est-à-dire que dès qu'il prête, c'est pour réaliser un bénéfice et rétrocéder. Non, l'État joue dans un certain système de péréquation. Je prends de l'argent ici, j'investis où il y a le plus grand nombre de besoins, et puis je récolte les impôts ailleurs, je crée de la valeur ajoutée et je rembourse mes dettes. Voilà le problème. Donc, on ne peut pas évaluer l'État, n'est-ce pas, évaluer les investissements de l'État
en termes de dettes contractées, n'est-ce pas? Comment on pourrait évaluer une entreprise? C'est ça, on a le danger. C'est ça le danger. Or, justement, les prêteurs occidentaux, les prêteurs du FMI et de la Banque mondiale, n'est-ce pas, veulent instituer ce qu'ils appellent la gouvernance. La gouvernance, c'est la gestion privée des affaires. L'État n'est pas une institution privée. Donc c'est une erreur. On a la chance quand même que la Chine pratique ce qu'on appelle la propriété publique des moyens de production. Ce qu'on appellera le fameux communisme. Bien sûr, le fameux communisme, oui, le fameux, on le dira. Mais qui est fonctionnel en Chine? J'ai quand même eu la chance de le voir. Donc cela permet à l'État d'avoir, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les financements alternatifs qui aident donc à lutter contre les questions d'accès à l'eau, les questions d'accès à l'électricité et qui pour moi n'ont pas besoin de rentabilité. François Mbokey, même le rythme ne vous fait pas peur? Non, je pense qu'aucun pays au monde, d'ailleurs même vous ne pouvez pas vous développer sans vous endetter. Pour investir, on a besoin de s'endetter. Donc le rythme, je l'ai dit, n'est pas... Le Cameroun est encore en friche en matière de développement. Il y a encore tout à faire au Cameroun. Je dis bien tout. Il suffit que les pouvoirs publics aujourd'hui prennent cette vision en compte et qu'ils pensent que chacun peut faire quelque chose et qu'on trouve des moyens comment transformer le Cameroun. Alors, le rythme n'est pas du tout mauvais, mais je dis, quand on est allé prendre l'argent, qu'est-ce qu'on en fait par la suite? Il n'y a pas longtemps, le directeur général... du budget. Non, pas du budget, de la caisse, oui, caisse autonome d'amortissement, parlait de 4 000 milliards environ, donc presque l'équivalent du budget qui dormait là-bas. Ce sont des devises que nous sommes allés chercher pour investir, mais nous avons commencé à rembourser d'ailleurs certains projets qui n'ont pas encore vu le jour. Et le directeur général du budget donnait l'une des raisons, l'une des explications à cette situation, c'est que les projets ne sont pas assez matures. Mais comment vous n'avez pas encore un projet opérationnel, vous allez chercher de l'argent? C'est pour cela que je parle de la malgouvernance. Ou alors parfois on dit, bon, lui c'est un Bamileke, on revient toujours dessus, parce que les questions de malgouvernance au Cameroun partent d'abord du tribalisme, des petits mots sociaux que nous avons, qui ne nous permettent pas d'avancer. Serge peut bien gérer une télévision, on dit, mais non, si on lui donne ça, c'est... Nous sommes donc là, nous avons une dette que nous avons contractée, nous avons de l'argent, le projet ne démarre pas 2, 3 ans après 5 ans. Pensez que c'est ça la bonne gouvernance? Non. Prof, je pense que les questions de gouvernance aujourd'hui ont traversé le niveau privé et étant donné qu'on demande quand même aux acteurs de l'État d'être au moins rentables du côté administratif. Parce que l'administration qui était mère poule, qui distribuait les biens, commence à partir. On a besoin des gens qui travaillent pour les biens communautaires, pour tout le monde, pour l'intérêt général. Alors pour travailler pour l'intérêt général, il faut être quand même quelqu'un qui ait une certaine assise, tant professionnelle que morale et même patriotique. Alors là, c'est très important, il faut être patriote, savoir que le budget qu'on m'a confié, la mission qu'on m'a confiée, n'est pas que je sois tous les jours en beau costume, mais de conduire la mission pour que le maximum de Camerounais, le maximum de personnes puissent en tirer profit. Alors, tirant leçon de ce que M. Mbokey est en train d'expliquer, eh bien, la Chine est en train de corseter, d'augmenter les, comment dirais-je, est en train de durcir les conditions d'accès à ces financements, notamment pour les pays africains, parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'ils prêtent, ils donnent de l'argent, mais les projets pour lesquels cet argent a été, ce qui hypothèque même la capacité des États ensuite à payer, puisque ce sont ces projets, pour certains d'entre eux, qui doivent aider, notamment l'État à rembourser. Donc la Chine est en train de durcir ses conditions d'obtention de crédit. Est-ce que ce n'est pas une tendance qui risque de se renforcer dans les prochaines années pour que la Chine devienne comme le FMI, comme la Banque mondiale dans 10 ans par exemple? Oui, moi je ne pense pas que la Chine puisse devenir le FMI ou la Banque mondiale parce que nous sommes dans deux champs idéologiques différents. Le prêt occidental est un prêt de libéralisme et de libéralisation. Le prêt chinois est un prêt d'État. Où est la différence? Ça veut dire que c'est d'État à État que ça se négocie. Et c'est bilatéral en plus. Or, vous allez en France, vous voulez un certain nombre de financements, on vous dit non, là, la Banque mondiale, allez au FMI. On n'a pas assez d'argent pour vous ici, mais on en a mis au FMI. Vous allez au FMI, on vous dit, voilà les conditions, les conditionnalités. Je présume que les 4 000 milliards qui dorment dans les caisses de la Caisse autonome d'amortissement
doivent être à 90% des financements occidentaux. Parce que qu'est-ce que les Chinois font justement pour contourner? Eh bien, ils exécutent eux-mêmes la plupart des marchés. Vous voyez, vous n'avez pas la capacité financière, matérielle, infrastructurelle pour réaliser un investissement. Ils vous accompagnent, même jusqu'aux ressources humaines, ce qui fâche d'ailleurs, on s'en moque. J'ai eu la chance de discuter avec certains officiels chinois sur la question justement de la gestion des ressources humaines en contexte africain. Et ils m'ont dit ils m'ont fait visiter des entreprises chinoises. Et je me suis rendu compte que c'est pratiquement le même traitement. Et ils nous ont demandé de mettre sur pied un programme qui permettrait donc de former les Africains au fonctionnement, n'est-ce pas, dans les entreprises chinoises installées ici chez nous. Alors, comme beaucoup ne sont pas prêts à accepter, non, je vois François rire, comme beaucoup ne sont pas prêts à accepter à travailler 10 jours sur 10 et à laisser leur bière moisie au bar. Alors, du coup, les entreprises chinoises sont indexées. Elles préfèrent donc importer les Chinois ici pour travailler d'après le système chinois. N'oubliez pas que les Chinois peuvent travailler ici parce qu'il y a la sécurité sociale. La santé, l'éducation est pratiquement gratuite. Or, chez nous, l'éducation, n'est-ce pas, les Camerounais qui travaillent là-bas sont délaissés parce qu'ils doivent payer eux-mêmes l'éducation de leurs enfants, leur propre formation, les questions de santé, ainsi de suite. Il n'y a pas de sécurité, d'assurance, maladie généralisée. Donc, vous comprenez le problème. Donc, c'est deux systèmes qui sont en train de se mettre sur pied et qui sont en train de clasher. Donc, je vois plutôt, non pas un problème de surinvestissement ou alors d'un maître qu'on quitte pour aller vers un autre maître, mais plutôt une adaptation à un système idéologique que nous n'avons pas choisi encore. François Mbouké, oui, juste pour dire que ce qui me fâche le plus, c'est que ce système-là rapatrie tout l'argent qu'on est censé nous apporter. Parce que même au niveau de la fiscalité, vous allez vous rendre compte que parfois ce système n'apporte rien à la fiscalité camerounaise, n'apporte rien au niveau de la main-d'œuvre camerounaise, n'apporte rien parfois de bien dans la réalisation des projets qui ont été faits. L'immeuble de la mort, pour ceux qui l'ont connu ainsi, qui est devenu l'immeuble d'émergence, est aujourd'hui, je pense que un autre niveau d'investissement qui peut nous intéresser. La Chine est venue faire des travaux et, comme à son habitude, demande à rester dans l'immeuble pour son entretien. Pourquoi la Chine ne passe-t-elle pas par le transfert de technologie? Pour entretenir un immeuble que vous avez bâti, il faut importer des gens de la Chine pour ici. Le chef de l'État camerounais a commandé 500 000 ordinateurs pour le montant que vous connaissez. On a livré les ordinateurs. Je pense qu'à l'avenue Kennedy, pour ceux qui connaissent Yaoundé, tout le monde peut vous dépanner un ordinateur. On a importé la main-d'œuvre pour venir dépanner les mêmes ordinateurs ici. Vous pensez que ce genre de coopération est bénéfique pour les pays qui veulent se développer? Je pense que les investissements que nous appelons doivent également permettre le développement des personnes, pas seulement celui des investisseurs, des infrastructures. Mais des ressources humaines. Oui, mais si tu permets, Serge, pour relancer François, les investissements chinois inquiètent, d'accord. Mais je pense qu'au moins, on a l'avantage de les avoir. Ça, c'est une chose. Seconde chose, ce que nous en faisons, c'est un problème. Parce que s'ils font venir même les maintenanciers, ça dépend du niveau de négociation qu'il y a eu. C'est pour ça qu'il y a lieu de former ceux qui vont négocier les contrats. C'est nous qui négocions les contrats. Vous voyez donc que le gagnant-gagnant. Oui, non, c'est eux qui disent gagnant-gagnant, mais si nous jouons gagnant-perdant, c'est nous qui jouons mal. Donc c'est notre capacité à négocier, bien sûr. Je suis d'accord avec le prof. Il faut des gens qui soient capables de négocier. Des gens qui sont patriotiques. Oui. Mais le transfert de technologie a un coût. Les Chinois eux-mêmes, lorsque vous avez passé le temps chez eux, ils ont acheté, chaque fois qu'ils ont importé une technologie, ils ont insisté à avoir le volet transfert. Et ils ont mis le prix qu'il fallait. Vous êtes sûr que si on nous dit, bon, on vous installe une entreprise de fabrication d'ordinateurs ici à Yaoundé, et que, bon, mettez 200 000 milliards, ou 200 milliards, mais nous allons préférer avoir 75 milliards et dire, bon, envoyez-nous les maintenanciers que d'avoir à payer 200 000 milliards. Vous voyez cela? Parce que nous n'avons pas cette surface financière-là. Donc je crois qu'il y a la négociation, mais il y a aussi que nous devons jouer. Nous jouons aussi à un jeu.
Au moins ces ordinateurs-là sont entre les mains de quelques-uns de nos étudiants qui en font bon usage. Oui, mais tous les Camerounais ont contracté la dette parce que cette dette, ces ordinateurs ont été payés sur la dette. Et ce sont les générations futures qui vont payer cette dette. Alors nous aimerions quand même que lorsque nous avons souffert pour contracter des dettes, et qu'il y ait des retombées au niveau des Camerounais, des entreprises camerounaises. Nous passons le temps à payer des taxes et autres charges fiscales que nous avons, les impôts, mais lorsqu'il y a des retombées, c'est-à-dire que le cycle, on donne la main gauche, on reprend la main droite, ce genre d'économie, je pense qu'il est inquiétant pour les pays en développement. Merci. Oui, comme je l'ai dit, ça dépend du niveau de négociation et de ceux que nous envoyons négocier nos contrats d'investissement. Messieurs, merci de vos avis et de vos expertises sur cette question. Nous allons passer sans transition à la troisième thématique de cette émission. Nous allons parler du manuel scolaire au Cameroun. François Mbouké, je commence par vous, en tant que parent. Vous connaissez la fameuse polémique autour de ce livre de sciences inscrit au programme de la classe de 5e au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette polémique? Elle est pertinente? Il y a lieu d'en parler ou il n'y a pas lieu d'en parler? Non, je pense que le Cameroun a eu la chance d'avoir c'est un phénomène qui existe depuis quelques années, mais qui n'était connu que par une certaine classe camerounaise. Ce phénomène ne touche pas que le secteur éducatif, mais c'est lorsqu'il est allé plus bas que je pense que les esprits se sont éveillés. On peut encore dire qu'à un certain niveau, les gens sont adultes, ils ont le choix de choisir, si vous voulez, mais à un niveau où nous devons encore formater les mémoires de nos enfants, ils n'ont pas encore le choix de choisir. Nous devons donc faire attention à ce qu'on impose à nos enfants. J'ai vu cet ouvrage qui est pour un enfant de 5e au Cameroun. Pour les plus rapides, ils ont 8 ans. Pour les moins rapides, ils ont 12 ans. À cet âge-là, pensez-vous avoir quelqu'un avec qui vous devez discuter des affaires sexuelles, des affaires... non pas seulement parce que chaque société, comme nous le disions tout à l'heure dans les autres sujets, chaque société a ses méthodes, a ses moyens, a sa façon d'éduquer. Je ne veux pas arriver chez les Mbamois, je leur impose la tortue parce que moi je la mange tamba coco. C'est pas possible. Je dois respecter, lorsque j'arrive chez vous, vos clauses, vos rythmes et vos rites culturels que vous avez arrêtés. Alors lorsque nous franchissons dans le cap, il faut créer, il faut essayer de se dire stop. Je pense que l'occasion a été donnée parce que jusque-là, ça passait d'une manière sibylline. Il y avait parce que le livre est d'ailleurs inscrit au programme depuis quelques années. Oui, il est inscrit. Ils ont commencé par injecter des choses de manière progressive parce que j'ai suivi l'interview de l'un des co-auteurs qui dit que, je pense qu'ils sont à la deuxième, que les premiers qui ont étudié avec ce livre doivent être en 4e aujourd'hui. Tout à fait. Donc, 4e ou seconde, parlait-il de quelque chose. Donc, ils ont commencé à injecter progressivement. Alors, si cela est vrai, quel est l'intérêt? Parce qu'il faut se poser la question finale. C'est quoi le projet? Ils disent que c'est pour armer nos enfants contre ces pratiques qui sont contre nature, qui ne sont pas acceptées dans notre société. Ces co-auteurs, pour qu'ils deviennent les grands intellectuels aujourd'hui, ont-ils été formés à ces pratiques ou à ces contre-pratiques? À leur décharge, ils disent qu'on n'avait pas encore atteint un tel niveau, le même niveau de pénétration de ces pratiques dans le corps social. Cher ami, il y a des choses qu'on n'apprend à personne. Il y a des choses qu'on découvre soi-même. Moi, je pense que l'Afrique a ses cultures. L'Afrique a ses moyens de développement. Lorsqu'il s'agit encore des problèmes qui touchent à l'être, il faut faire attention. Il ne faut pas amener des comportements importés pour les instruire, de les amener dans une autre société. Je pense que là, c'est encore une manière de coloniser qui est en train d'être cachée dans les livres. Vous ne pouvez pas me dire en Afrique que le parent s'assoit pour parler des termes que j'ai lus dans ce livre avec ses enfants de cet âge-là. C'est pas possible. Et il faut qu'on respecte les Africains. Et il faut qu'on respecte leur manière de faire. Si on ne veut pas le faire, ça va tourner, comme vous avez vu le livre, prendre un certain virage. Parce que on veut bien que les gens se développent, on veut bien qu'il y ait un certain niveau
d'interprétation, de compréhension de certains sujets, de certains projets qui sont aujourd'hui, entre guillemets, mondiaux. Mais il faut que dans cette mondialisation, d'abord, même l'Église, vous avez vu qu'elle a introduit l'inculturation. Ça veut dire que on ne peut plus nous imposer aujourd'hui de faire une messe comme Rome l'a fait, mais on nous autorise de la faire avec nos moyens culturels. On ne doit donc pas passer par l'éducation pour nous imposer des pratiques, qu'on laisse que chacun les découvre et que chacun fasse ses choix quand il est mature. Professeur, vous avez longtemps travaillé pour l'Harmattan, donc vous êtes proche des questions d'édition. La question du livre est une question qui vous préoccupe particulièrement. Est-ce que cette polémique, vous comprenez les termes que M. Mbouké est en train d'employer, il faut respecter le socle, les pratiques en Afrique. Est-ce que vous avez l'impression que ce livre n'a pas respecté ces pratiques-là? Bien entendu, peut-être qu'il faut que je rappelle le processus de mise au programme d'un ouvrage. Ça commence par le manuscrit qui arrive chez l'éditeur, et l'éditeur a des directeurs de collection. Alors, ces collections-là vont donc recevoir le manuscrit, vont décider à partir de l'évaluation du contenu, de son édition ou non, sa publication ou non. Eh bien, ensuite, l'éditeur va faire la proposition à la commission des manuels scolaires du texte qui a été publié. Sans doute en fonction du programme. Et en fonction du programme. Et les inspecteurs qui sont dans cette commission vont se charger de contrôler si le manuel répond d'abord au programme et aux normes en vigueur, les valeurs du pays, défendues par le pays. Dans le cas d'espèce, on voit qu'il y a malheureusement une volonté de tromper. Parce qu'on dit qu'on voudrait s'arrimer à la mondialisation. J'ai vu un exercice dans cet ouvrage-là. On dit, bon, un monsieur est arrivé dans un hôtel, il a rencontré un jeune qui travaille. Le fameux état. Bon, alors, ces jeunes qui travaillent, n'est-ce pas, à l'hôtel, il n'a pas 12 ans, il n'a pas 8 ans. Il a au moins 20 ans. C'est pour dire qu'il y a un décalage, même par rapport au destinataire du message. Parce que dans les contenus d'enseignement, il y a le destinataire. Donc, l'élève, on sait qu'il a un certain niveau de compréhension. Hein? Et donc, il y a ici une sorte de... il y a un décalage dans la présentation ou alors dans le destinataire du message. Et donc, il y a manifestement volonté de s'arrimer absolument coûte que vaille à la mondialisation néolibérale, à l'occidentalisation du monde. Et là encore, nous sommes dans un problème de système. On parle de système économique, système financier. Là maintenant, nous sommes dans un système idéologique. J'ai fait par exemple un pays comme la Chine, la Corée du Nord, mais la Corée du Sud, le Japon. Eh bien, vous ne verrez pas dans ces pays-là des livres de cette nature-là. Parce que les livres dans ces pays-là obéissent aux valeurs que portent les peuples de ces pays. Eh bien, arrivé chez nous, n'est-ce pas, revenu chez nous, il s'agit d'une imposture. C'est une imposture. Je crois que nos amis de la commission n'ont pas été assez vigilants parce qu'ils ne sont pas experts de toutes les expertises. Ils ont fait confiance, cela me semble, hein, aux experts qui ont parcouru ces ouvrages-là, qui ont vérifié les programmes, les contenus et qui les ont agréés. Notamment le secrétaire permanent de ce conseil, il dit qu'il y avait d'autres ouvrages qui étaient à compétition et c'est celui-là, pour cette matière, qui a retenu leur attention. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas vu, qu'il n'ait pas prêté attention. Il y a eu un choix conscient de cet ouvrage. Moi, je voudrais leur accorder le bénéfice du doute parce que, comme je l'ai dit, ils ne sont pas experts de toutes les expertises. Marcelin Funda, que je connais très bien, qui est un collègue, est expert en littérature, mais pas dans les sciences de la vie et de la terre, à SVT. Donc, il a dû faire confiance, la commission, n'est-ce pas, aux experts, inspecteurs de SVT, qui leur ont dit, bon, sur les 4 ouvrages présentés, voici le meilleur. Voilà son travail. Et il inscrit donc au programme. Ou alors il propose à l'inscription, puisque c'est le ministre... Je suis d'ailleurs surpris que l'affaire se referme autour de Marcelin Funda, parce que justement, on devrait questionner les experts qui ont été à l'origine du choix, de la proposition du choix. Donc, je crois qu'on fait très vite d'accuser, n'est-ce pas, Marcelin Funda, étant éditeur, sachant comment est-ce que les livres s'inscrivent au programme,
eh bien, il est moins placé dans la hiérarchie pour être accusé, n'est-ce pas, d'avoir comploté contre la culture camerounaise. Sauf que ce n'est pas la première fois qu'on a un ouvrage qui pose un problème déjà inscrit au programme. Il y a eu le fameux ouvrage Calicole qu'on a finalement retiré du programme parce qu'il y avait des contenus passablement problématiques. Cela devient un problème finalement. Ce n'est plus simplement une hirondelle, cela devient... La polémique autour des livres, est-ce que le programme n'est pas camerounais, hein? C'est un problème de société. Et les sociétés sont traversées par des courants. Dans une société qui est traversée davantage par les courants de droite, les courants libéraux, eh bien, on va inscrire facilement au programme de tel livre. Parce que les courants libéraux favorisent la liberté, la libération sexuelle, dont le principe est le suivant: il est interdit d'interdire. Et donc, il faudrait que les tout jeunes, n'est-ce pas, soient formés à la libération sexuelle. Voilà le problème. Or, nous ne sommes pas dans un tel univers. Lorsqu'on prend l'Afrique de nos villages, lorsqu'on prend l'Afrique de nos traditions, et lorsqu'on prend le monde alternatif au monde occidental qui se dessine à travers des pays comme l'Inde, comme la Chine, comme le Brésil, comme la Russie, les programmes sont assez conservateurs. Ils sont conservateurs, on conserve quoi? On conserve ses valeurs. Les valeurs. Voilà. Donc, si je comprends bien, selon vous, le fondement de la question du livre, des problèmes qui sont récurrents sur la question du livre, c'est parce que notre société est en train d'être traversée par des valeurs libérales, par des valeurs de droite. C'est votre diagnostic aussi? Eh bien, c'est un diagnostic, je pense qu'il ne faut pas mettre de lunettes pour l'affirmer, pour le voir. Nous constatons que l'impérialisme a pris d'autres moyens. Donc, on ne veut plus venir avec des armes, mais venir avec l'éducation pour passer tout doucement. Et comme cela, lorsque tout le monde aura été investi du pouvoir de savoir tout ce qu'on ne doit pas interdire, il ne restera qu'une société ouverte à ce bordel, entre guillemets, qui ne mérite pas. À la marchandise, François Bocquet. Il faut utiliser le mot. C'est la marchandise. Tout, à la marchandise. À la marchandise. À la consommation. Tout est ramené à la consommation et à la marchandise. Et malheureusement, donc, nos jeunes États qui ont besoin d'être construits ne pourront plus être construits parce qu'aucune machine ne construit un pays. C'est la démographie, sont les hommes qui construisent un pays. Si on amène donc des programmes qui vont faire que l'Afrique arrête de procréer, arrête d'avoir des hommes sains dans son sein pour les hommes qui croient en eux. Pour les hommes qui croient en eux. Mais je pense qu'on aura atteint un niveau de colonisation qui dépasse celui qu'on a connu par les armes. Professeur, vous qui êtes enseignant, c'est donc l'éducation, le socle de la République qui est menacé, qui est attaqué par ces courants libéraux. Absolument. Comment on fait pour protéger l'école de ces pratiques, puisqu'on voit bien qu'elle-même n'arrive pas à se protéger? C'est bien l'école qui a choisi ces ouvrages qui posent des problèmes. C'est la société civile qui est en train aujourd'hui de se mobiliser pour que ces ouvrages soient retirés rapidement du programme. On voit bien que l'école donc n'arrive pas à se protéger elle-même de ces courants. Comment on fait pour la protéger? Non, moi je voudrais relativiser. C'est pas l'école. Alors, ce sont des agents style pendier de l'impérialisme. Il y a des agents, parfois conscients, parfois inconscients. François Bocquet l'a dit. Nous sommes à une nouvelle phase de la colonisation, qui est la colonisation spirituelle, celle des mœurs, celle des valeurs qui nous sont chères. Lorsqu'on vous a transformé en autrui, eh bien, vous n'avez plus de valeurs. Vous êtes un sous-homme. Et donc, je crois qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont au cœur d'un système, où ils sont en train d'aider un système à s'implémenter. La solution, comme nous l'avons dit, c'est le retour aux sources, la recouverture de soi. Nous devons nous couvrir. Nous sommes dans un monde où il fait froid. Il faut donc se couvrir avec nos valeurs, avec nos pailles. Oui, je préfère encore nos pailles, n'est-ce pas, à la mousse de luxe. Voilà. François Bocquet, peut-être aussi la solution, c'est une plus grande vigilance de l'ensemble des autres acteurs sociaux. Non, je reviens toujours à la bonne gouvernance. Cette vigilance appelle la bonne gouvernance. Parce que le problème de nos États, le numéro 1, c'est au niveau de la gouvernance. La gouvernance d'État. Si on prend quelqu'un qui est formé pour faire ce travail et non un ami parce qu'il est dans le système infiltré, à qui on donne le poste pour aller valider tous les programmes qu'on lui impose de l'autre côté, on peut rien changer. Nous n'avons pas les moyens. Mais si on prend
un patriote qui sait que, en écrivant ce livre, mes enfants à la maison ne pourront pas me regarder dans les yeux, je pense qu'il va changer d'avis. Mais quand vous voyez comment j'ai vu certains zélés, vraiment très zélés, qui viennent défendre cela, quand je regarde leurs origines au Cameroun, ce sont des gens qui ne dialoguent même pas avec leurs enfants, mais qui veulent que d'autres aillent dire des choses que l'on ne peut pas dire en public, même en famille, aux enfants. Alors je trouve que c'est tellement dangereux que lorsque un parent préfère de l'argent qu'on lui donne aujourd'hui pour nourrir son enfant aujourd'hui, au lieu de l'amener à travailler, donc là je peux rejoindre les Chinois qui ne te donneront pas du poisson, mais qui vont t'apprendre plutôt à aller pêcher. Merci, mesdames, merci messieurs de vos avis. Professeur, vous vouliez réagir tout à l'heure quand monsieur Mbouké parlait? Non, il a achevé par ce que je voulais dire. Très bien. Par les Chinois qui préfèrent apprendre à pêcher qu'à donner du poisson. Nous marquons une courte pause. Merci, messieurs, de vos avis et éclairages sur ce troisième sujet en débat sur le plateau de l'éditorial. Vous êtes, mesdames, messieurs, toujours sur HTV. Nous allons prendre la dernière thématique de cette émission qui met en scène l'actualité en Côte d'Ivoire. Le 6 août dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara a signé une ordonnance de grâce présidentielle dans laquelle il graciait donc un ensemble de personnalités qui étaient impliquées dans les crises post-électorales et qui étaient donc poursuivies par la justice ivoirienne et même pour certains par la justice internationale. Parmi ces personnalités, une personnalité emblématique de l'un des acteurs majeurs de cette crise, Simone Gbagbo. Professeur, vous qui êtes très proche de ce dossier, vous qui l'avez suivi de l'intérieur, comment a été accueillie cette décision du président Ouattara en Côte d'Ivoire? Bien, je crois que c'est une mauvaise nouvelle pour lui, qui est à la quête d'un dauphin qui pourrait donc repositionner le RDR au pouvoir après lui. Je crois que c'est une mauvaise nouvelle pour lui parce que il espérait, avec le RHDP, continuer la coalition et positionner quelqu'un de son camp. Mais je crois que le camp du PDCI a très vite remarqué la supercherie et s'est rebiffé. D'où ce retournement de situation que l'on constate. Du président Konan Bédié qui a commencé à prendre ses distances. Voilà. Et cette libération un peu cavalière de Simone Gbagbo, justement à qui va rendre visite très rapidement l'un des dauphins pressentis de la défense, le ministre de l'Intérieur. Non, il est passé maintenant à la défense. À la défense, voilà. Ahmed Bakayoko. Que Gbagbo, dont j'ai eu la chance de dormir sur le même lit, pendant le lit d'exil au niveau de Paris, de Gbagbo, je l'ai un peu côtoyé à l'époque. Et donc, je dois dire que cette décision de ne pas prendre acte, fait et cause pour elle, est assez subjective. On va revenir là-dessus tout à l'heure et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que précisément, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup entendu Laurent Gbagbo commenter cette décision majeure que beaucoup d'ailleurs appelaient depuis des mois, depuis la gestion de cette fameuse crise. On n'a pas beaucoup entendu son mari se réjouir de cette décision. François Mbouké, la simultanéité entre les problèmes de couple qui sont très vite apparus entre le PDCI et le RDR et cette décision qui était attendue depuis 2 mois, vous la questionnez aussi comme le professeur Mondoué le fait? Oui, mais je pense qu'il faut comprendre que la Côte d'Ivoire a traversé une très mauvaise période et que les Ivoiriens aujourd'hui ne l'ont pas oublié. Vraiment, on va faire du saupoudrage économique, culturel, tout ce qu'on peut faire. Les Ivoiriens sont encore divisés. Et je pense que le président Ouattara, qui a dit qu'il partira en 2020, comprend qu'il doit tout faire pour laver au moins une majorité de cet affront qui est resté dans les mémoires. En essayant donc de commencer à libérer certains prisonniers qui font problème, qui restent, parce que tant qu'ils seront en prison, la Côte d'Ivoire restera divisée.
la classe politique restera divisée. À un moment, vous pouvez vous dire, comme on le disait dans le livre, ok, aujourd'hui j'ai faim, j'ai besoin d'argent, mais quand vous avez de l'argent, vous commencez à regarder, mais où est passée ma famille, où sont passés mes enfants, mes amis, vous commencez à vous questionner. Parce que vous ne pouvez être à l'aise que quand vous vous sentez vraiment entouré par tout ce que la nature vous a donné. Les Ivoiriens aujourd'hui pensent que la Côte d'Ivoire n'est pas encore libérée. La Côte d'Ivoire reste encore aux mains de l'envahisseur qui est la France. Et cela est visible quand vous arrivez à Abidjan, dans toutes les villes. Vous avez l'impression d'être en France, que ce soit au niveau des véhicules que vous allez voir, que ce soit au niveau des commerces, c'est ce qui est vendu. Donc, or, c'est un pays qui a été bâti sur le modèle économique africain, qui était copié par les autres. Qui était d'ailleurs à l'avant-garde des Voilà. luttes indépendantistes. Était très copié par les autres parce qu'il tirait le développement en même temps que le Cameroun à l'époque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue? C'est qu'il y a des gens qui ne peuvent plus se regarder, il y a des gens qui ne peuvent plus aller ensemble, et c'est pas parce qu'on a créé un parti politique qu'on pourra faire un certain nombre, atteindre un certain nombre d'avantages. Aujourd'hui, la première des choses à faire en Côte d'Ivoire, c'est de ramener la paix. Tout ce qu'on va faire, le saupoudrage, on va donner à tel, on va faire. Tant qu'on ne reviendra pas sur ce dialogue inter-ivoirien et qu'il soit franc et que tout le monde se dise hier nous étions ennemis, aujourd'hui vous avez perdu, j'ai perdu, qu'est-ce qu'on peut sauver? Tant qu'on ne viendra pas sur ce dialogue, nous sommes encore loin de la paix en Côte d'Ivoire. Mais je pense que les actes qui sont donc posés aujourd'hui sont des prémices à ce dialogue. Est-ce que vous avez le sentiment que cela va avoir un impact réel? Oui, pourvu qu'il ne s'arrête pas en si bon chemin. Comme il a commencé, qu'il ne s'arrête pas en si bon chemin et qu'il respecte sa parole. Qu'en 2020, qu'il parte et qu'à partir de cette échéance, qu'on organise des élections, celles-là, vraiment, comme on peut dire, de bonnes élections, libres, qu'elles ne soient pas entachées d'irrégularités. On pourra commencer à revenir dans le processus de paix. Que les Ivoiriens choisissent qui ils veulent et non un candidat qui leur sera imposé. Et que au moins les trois principaux acteurs de ces crises, de ces années de crise, que sont le président Bédié, le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara, ne soient pas en lice. On peut les écarter, ça sera également un grand pas, parce que lorsqu'un de ces acteurs restera en lice, la question restera centrale. Le problème n'aura pas été résolu. Professeur, il y a une disposition qui a été discrètement insérée dans l'ordonnance d'amnistie, c'est celle qui exclut de cette mesure toutes les personnalités qui sont poursuivies dans le cadre de la justice internationale. Ce que l'on sait donc, c'est que le président Gbagbo, qui est donc poursuivi par la CPI, ne pourra pas bénéficier de cette mesure. Est-ce que cela n'est pas curieux, puisque l'on sait d'ailleurs sur la base des acteurs, sur la base de la parole des acteurs de ces événements-là, notamment le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, que Simone Gbagbo a été pour beaucoup dans la radicalisation de Laurent Gbagbo, notamment entre les deux tours de la présidentielle. Comment donc on choisit de libérer Simone, qui a donc beaucoup œuvré pour que son mari se radicalise, et qu'on exclue son mari de cette mesure? Bien, merci Serge. Nous sommes encore là dans ce que nous avons dit au départ. C'est-à-dire que deux courants idéologiques qui s'opposent. Vous avez d'une part l'idéologie libérale de la droite portée par Alassane Ouattara, qui a fait la guerre à travers la rébellion et qui l'a remportée. Alors, avec l'appui des puissances internationales. Bien sûr, bien sûr. Parce que les puissances non alternatives, les puissances qui mettent sur pied des stratégies d'alternance pour faire évoluer la société, mais pas d'alternative pour faire des révolutions sociales. Nous avons donc le courant de gauche porté par le FPI, porté par Gbagbo. Et ce courant-là, justement, socialiste depuis. Or, qu'est-ce qui a donc amené à la radicalisation de Gbagbo? C'est que justement, Simone Gbagbo n'est pas idéologiquement moulée dans la gauche. Elle est davantage portée par les stigmates de la droite libérale. D'où son rapprochement avec
Ouattara, rapprochement encore Entre guillemets actuellement, c'est Tout à encore, fait. c'est encore C'est entre- voilé. voilà. Mais le voile va être dévoilé très bientôt, parce qu'on va vers 2020, on verra. Et le voile est dévoilé par cette disposition législative qui veut que ceux qui sont poursuivis ne puissent pas bénéficier demain d'une amnistie. Parce que d'ailleurs, Et il n'est pas condamné, Gbagbo. Il n'est pas condamné. Tout à Donc, fait. s'il n'est pas condamné, s'il n'est pas condamné, il C'est devra présumé. rentrer et reprendre ses activités politiques. tout à fait. Donc, Parce- c'est une. D'ailleurs, hein? ce que vous dites, puisque l'on sait que la CPI elle-même a demandé à traduire Simone Gbagbo et Oui. que c'est le pouvoir ivoirien qui a La refusé, et donc qu'aujourd'hui on légifère en précisant que seules les personnes qui ne sont pas poursuivies devant les juridictions internationales bénéficieront. Ça crée effectivement, ça mène à s'interroger sur la stratégie du pouvoir. Est-ce qu'on pourrait soupçonner le président Ouattara, en tout cas le RDR, de vouloir diviser les Gbagbo et de faire de Simone son allié? Mais absolument. Ça saute aux yeux, non? Non, j'ai dit la visite d'Amen Bakayoko à Simone Gbagbo. Elle n'est pas anodine. D'ailleurs, c'est un message pour dire aux autres du PDCI, ben, vous ne négociez pas, Simone est prêt à négocier. Et puis, ça trahit une certaine complicité qu'il y aurait eu, là je parle maintenant conditionnel, entre le camp Ouattara et le camp de Simone, pas de Gbagbo, pas du président Gbagbo, parce qu'elle aurait donc contribué à radicaliser Gbagbo, de sorte qu'il s'isole et que finalement il soit perçu comme étant l'acteur principal de la crise ivoirienne. Vous voyez cela. Et je le dis d'autant plus que, je le pense, d'autant plus que Simone Gbagbo a été au cœur de certains engagements avec les pentecôtistes anglo-américains. Tout à fait, Or, d'ailleurs, les elle a mouvements essayé... pentecôtistes, les mouvements pentecôtistes sont des mouvements de libération de la parole religieuse. Chacun doit croire ce qu'il veut. C'est cela. Son Dieu, chacun a son Dieu, chacun a son Jésus, chacun a son Mahomet et tout. Et donc, ça amène au fondamentalisme. Or, le fondamentalisme religieux est le meilleur allié de la droite. des libérale. courants Des courants libéraux. Voilà. Donc, nous sommes encore là au cœur toujours de la question de la souveraineté. Dont le socle est le monde occidental, anglo-saxon. Absolument, absolument. Nous sommes toujours au cœur de ce combat-là qui traverse l'Afrique entre le courant libéral et le courant, n'est-ce pas, social. Alors, François Mbokim, au renfort de ce que le professeur explique, le président Laurent Gbagbo a indiqué publiquement que c'est le secrétaire général du FPI, Assoua Adou, qui devait diriger le parti en lieu et place de son épouse, parce qu'effectivement, après la grâce présidentielle dont a bénéficié son épouse, l'échiquier politique ivoirien a commencé à soupçonner Simone Gbagbo d'avoir l'ambition de prendre la direction du FPI, mais son époux a clairement indiqué qu'en son absence, c'est bien le secrétaire général du FPI qui devait diriger le parti, et d'ailleurs il a chargé de prendre langue avec l'aile dissidente du FPI qui est donc dirigée par Pascal Affi-Guessant. Est-ce que vous sentez qu'il y a un malaise dans le couple Gbagbo? Peut-être pas encore au niveau physique, mais au niveau idéologique, cela peut apparaître. Parce que, après les éclaircies du prof tout à l'heure, on sent que quelqu'un aurait joué. Et puis ce genre de mariage physique ne peut pas perdurer. Parce que lorsqu'on se marie, nous devons penser à quelque chose, à une même idée, comme le disait un penseur, vers le même objectif. Mais si nous avons deux courants, ça voudrait dire qu'un jour ou l'autre, on sera obligé de se séparer. Aujourd'hui, je pense que Gbagbo, ayant vu la supercherie, ou alors ne voulant pas mêler son épouse, parce que si son épouse est mise en avant, déjà elle vient de sortir de prison, peut-être en 2020 sera déjà bien requinqué, je pense que la stratégie d'Africains, de socialistes qu'est Gbagbo, c'est que la femme ne peut pas prendre la tête d'un grand mouvement comme celui-là. Donc, il reste dans sa posture socialiste, il impose dans son ami, qui est un homme, un homme qui a fait toutes ses classes, oui, qui peut donc mener le combat, parce que n'oublions pas que avant, peut-être Simone était connue en sourdine, mais jusqu'à ce que la crise arrive, Simone n'a pas été une personnalité très publique.
C'est quand vraiment la crise est arrivée qu'elle a été Notamment entre les deux dévoilée, tours. oui, qu'elle a été dévoilée en public. Mais avant cela, le SG... Non, Simone a été à un moment donné président de l'Assemblée nationale. Hein. Oui, Elle s'est imposée le mari président. Oui, Elle président de l'Assemblée nationale. oui, être président de l'Assemblée, c'était toujours dans le même jeu. Essayer de positionner, mais elle n'avait pas la même aura que son mari, ni ceux qui ont commencé le combat avec son mari. Donc aujourd'hui, je pense que le président Gbagbo veut mettre d'abord sa femme de côté, peut-être pour la protéger aussi, peut-être pour se protéger aussi lui-même, parce que si elle est du courant de droite, on pourrait l'utiliser effectivement pour venir fragiliser son parti. Alors, professeur Mondoué, le Simone Gbagbo, le RDR pourrait l'utiliser comme remplaçante, alliée par défaut, puisqu'il s'est déjà aliéné le président de l'Assemblée nationale, il s'est aliéné le président Bédié, et il est en train de se trouver un nouvel allié en la personne de Simone Gbagbo. Que peut Simone Gbagbo aujourd'hui? Est-ce que le fameux bloc Simone Gbagbo peut aider à le reconstituer? Est-ce que Simone Gbagbo pourrait être politiquement un poids qui pourrait permettre au RDR de garder le pouvoir même après le départ du président Ouattara? Vous dites ce que moi je ne cesse d'affirmer depuis, même si nous sommes encore dans le monde des supputations. Mais tout porte à croire qu'elle est dans le jeu. Mais est-ce qu'elle peut être un allié de poids? Est-ce qu'elle peut remplacer? Puisque il y a une partie du FPI qui, dans la naïveté, justement, croit que c'est une révolutionnaire qui peut valablement représenter son mari. Et je crois que le fait que Laurent Gbagbo prenne ses distances vis-à-vis de Simone, c'est un message qu'il voudrait adresser à ses militants, lui dire attention, ce n'est pas ça l'aile réelle du parti, ce n'est pas la représentante idéale du parti. Donc, je crois que le jeu est lu aussi par Gbagbo. Et donc, elle va certainement jouer les troubles faits au cours de ces élections à venir. Elle va jouer des troubles faits au cours des élections à venir. François Mboké, c'est votre avis? Je l'ai dit, je pense que nous, je reste dans cette posture-là. Très bien. Messieurs, merci. C'est avec ces mots que nous mettons un terme à cette édition. Je rappelle, mesdames, messieurs, que vous étiez en compagnie ce soir du professeur Roger Mondoué, qui est le directeur de l'école doctorale de l'Institut panafricain pour le développement, ancien haut responsable de l'Harmattan, également donc proche des questions du livre et grand connaisseur de la Côte d'Ivoire et des acteurs ivoiriens. C'est en ses qualités, notamment que nous l'avons invité sur ce plateau, et davantage comme intellectuel aussi. Nous recevions également ce soir François Mboké, qui est le directeur général du groupe Diapason et donc directeur de publication du journal Diapason. Merci, messieurs, de nous avoir honorés une fois de plus de votre présence sur ce plateau. J'espère que ce n'est pas la dernière fois pour vous. Non, ce n'est pas la dernière fois, au contraire. J'espère que ce n'est pas la dernière fois pour vous, François Mboké. Inch'Allah. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir conservé votre attention et votre fidélité au cours de cette émission. C'était l'éditorial sur HTV. Nos programmes se poursuivent. Excellent week-end.